Mesdames, Messieurs, bonjour. Sébastien Saint-Pierre qui vous parle en direct de la vie agricole. Et aujourd'hui, à l'animation, Monsieur Yannick Patelli. Monsieur Patelli, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour Michel. Nous sommes dans une nouvelle quotidienne. Et comme on vous l'a habitué depuis maintenant quelques années, puisqu'on a commencé ça pendant la pandémie, on reçoit de temps en temps des invités, en fait, qui ne sont pas au Québec, des invités de l'extérieur, pour aller voir comment ça se passe ailleurs dans d'autres pays. D'ailleurs, on s'est habitué, même Michel, à faire quelques missions. On est allé ensemble voir les producteurs laitiers en Normandie, en fait, en octobre dernier. Et je viens d'aller, en fait, avec les céréaliers du Québec, faire un tour en Rhône-Alpes, Auvergne-Cantal, avec Christian. Et Christian, qui a eu l'occasion, lui, d'aller un peu plus souvent que nous en France ces temps-ci, notre collaborateur, est allé au CIRA. Et au CIRA, il a rencontré Anne Prost. Alors, bonjour Anne Prost. Bonjour. Anne Prost, moi je ne vous connaissais pas avant que Christian vous rencontre en fait en janvier dernier. Et depuis, on a eu quelques échanges par courriel, par téléphone. Et je vais avoir la chance de vous rencontrer en personne puisque je me rends à Test of Paris en fait en mai prochain. Et j'en profite pour faire un saut à Lyon et aller vous rencontrer à vos bureaux et en connaître un petit peu plus sur la gastronomie lyonnaise. Et c'est un petit peu ça qu'on veut faire découvrir à nos auditeurs dans un premier temps. Qui est Anne Prost et quelle est l'ampleur de la gastronomie lyonnaise. Je pense que ça peut être très intéressant pour eux. Mais avant qu'on rentre en discussion, je vais demander à Sébastien, moi j'ai sélectionné un 2 minutes d'une entrevue que vous avez fait à l'établissement Paul Bocuse, dans un lien tube que vous avez fait. Et j'aimerais ça juste 2 minutes, 2 minutes 30, que les auditeurs entendent pour se mettre un peu dans l'ambiance Bocuse. Alors Sébastien, je vais te demander de lancer l'audio et après on parle avec Anne Prost. Bonjour Gilles, merci de m'accueillir. Bienvenue dans ce bien bel endroit et de nous accueillir. Entrez au chaud. Alors c'est encore l'ambiance Noël là dans cette belle maison. On est sur la fin de Noël. Jusqu'au roi, c'est ça, jusqu'à dimanche. Après on va commencer à préparer les Bocuse d'or, donc on va rentrer dans un autre. Ça sera encore des ors, mais pas les mêmes. Hein. Exactement. On est ravis de vous accueillir. Moi je suis très très heureuse parce que c'est un endroit dans lequel j'ai eu la chance de venir plusieurs fois, toujours avec beaucoup d'émotion. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit tout de suite la brigade en train de travailler. On se met tout de suite dans l'ambiance. En les voyant tous avec leur tosse au travail. Partie de signature de la maison également. Une brigade de combien de personnes? Au jour d'aujourd'hui, on est 35 avec les pâtissiers. 35, ça fait du monde, hein? Ça fait du monde et sur la totalité, on est presque 80 personnes, un bel équipage à œuvrer au quotidien et à défendre ces belles valeurs que Monsieur Paul nous a transmises. Alors on sent une ambiance particulière, hein. Ici on sent encore cette âme du grand patron qui s'asseyait là, hein, je me souviens, il s'asseyait là, il y avait son fauteuil qui recevait qui nous accueillait, chaque personne. Ouais. Et voilà, là on pénètre directement dans la salle. Alors le restaurant, alors là c'est la salle historique. Hein. La salle historique du restaurant, avec également la galerie, la rotonde sur le fond. Voilà, la maison elle évolue au fil des années. Alors voilà, c'est simplement Anne Prost pour mettre les auditeurs dans l'ambiance. Vous avez fait plusieurs vidéos, on vous retrouve sur YouTube d'ailleurs, des choses très intéressantes, mais je trouvais que ça mettait vraiment l'ambiance de la maison Bocuse. Et j'aimerais ça justement que d'abord vous nous expliquiez qui vous êtes, qui tu es. Je ne sais pas si on se tutoie ou si on se vous voit. Moi j'ai envie de vous tutoyer parce que je sais que je vais vous rencontrer dans pas longtemps. Je trouve ça sympathique, mais je suis d'accord avec Michel, on a parlé avant les ondes, et effectivement, il y a encore de la bienséance au Québec. Effectivement, le vouvoiement se pratique, effectivement, quand on ne connaît pas les personnes. Mais moi, j'ai envie de vous tutoyer. Alors, je vous tutoie, Anne. Comment ça va et quel est le rôle d'Anne Prost, en fait, à Lyon? Parce que moi, j'ai cru voir un peu, en lisant sur vous, moi, je vous dis, c'est un peu la papesse de la gastronomie, en fait, Anne Prost. Oh, c'est gentil. On va pas aller jusque-là. Donc, merci de ce moment, pour ce moment intéressant, et vous êtes loin et nous sommes loin, mais si près grâce à ces ondes. Donc moi j'ai créé mon entreprise de tourisme réceptif spécialisée en tourisme d'affaires en 2000, donc il y a 23 ans,
en mai 2000, et j'ai souhaité très vite faire découvrir aux clients que je recevais, invités par des entreprises françaises, j'ai vraiment souhaité leur faire découvrir la gastronomie lyonnaise il y a très longtemps, alors que ce n'était pas du tout la mode. On mangeait déjà bien sûr extrêmement bien à Lyon. On s'arrêtait à Lyon pour déjeuner ou dîner dans des beaux et bons restaurants. On allait déjà chez Bocuse, on descendait l'ancienne National 7 et on s'arrêtait dans les plus belles adresses pour passer d'excellents moments, de la Bourgogne à la Drôme, en passant bien sûr par le Lyonnais, le Beaujolais et compagnie. Et moi, c'était très pratique au départ. Les gens que je recevais arrivaient pour certains des Émirats ou de contrées lointaines où il faisait beaucoup plus chaud que chez nous à Lyon au mois de décembre. Et j'ai vu le côté pratique et j'ai dit, mais écoutez, on va s'arrêter, on va goûter un bon chocolat chaud à tel endroit, et puis de la brioche à la praline, et puis des coussins de Lyon, et puis c'est le moment des bugnes. Et du coup, les gens appréciaient beaucoup et je me suis rendu compte que ça a donné un côté très convivial à ces échanges avec les gens que je recevais. J'ai du coup lancé des team building dédiés à la gastronomie qui s'appellent des rallyes gourmands. J'ai un site qui s'appelle rallygourmandlyon.com. Donc, ces rallyes gourmands sont des moments de fédérateurs, des chasses au trésor gourmandes, où les gens qui participent, qui sont que des collaborateurs d'entreprise, participent en équipe à cette chasse au trésor dans le quartier classé à l'UNESCO, donc le Vieux-Lyon, ou par exemple dans les Halles Paul Bocuse, où là ils s'éclatent à passer dans les échoppes des marchands et goûtent des huîtres, ou goûtent du saucisson de Lyon, de la Rosette, du Jésus, ou d'excellents fromages, du Saint-Marcelin, du comté fruité, affiné 24 mois. Enfin, les gens se plaisent à goûter du bon vin aussi, à passer un bon moment, et ensemble en équipe à deviner le cépage du vin, le poids d'un macaron de chez Sèvres ou de chez Bouillet, puisqu'on va évidemment dans les plus belles adresses lyonnaises. Et quand vous parlez des halles, est-ce que moi, quand on parle des halles Paul Bocuse, en fait, ça c'est dans Lyon, parce que juste pour situer les gens, parce que ce qu'on a entendu tout à l'heure, vous êtes dans l'établissement Bocuse. On est dans le restaurant 2 étoiles. Au Collonges-au-Mont-d'Or, c'est ça? À Collonges-au-Mont-d'Or, oui, tout à fait. Mais par contre, quand on parle des halles Paul Bocuse, là, on parle de Lyon. Là. On est dans Lyon. Là. Voilà. Alors, Lyon, 500 000 habitants, 15 restaurants étoilés pour la ville de Lyon. Et là, je suis dans une rue du Vieux-Lyon, qui est la rue la plus étoilée de France, puisque juste en bas de chez moi, j'ai 2 étoilés qui se font face. À 100 mètres au-dessus, sur la colline de Fourvière, pour ceux qui ont déjà entendu parler de Fourvière de la Basilique, il y a encore 2 restaurants étoilés, Christian Tête-d'Oie et les Terrasses de Lyon. Et dans la ville, donc 15 restaurants étoilés. Le restaurant de Paul Bocuse, le plus connu, parce qu'évidemment, il y a un empire avec des brasseries qui portent le nom de leur situation géographique, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le restaurant le plus important, le plus connu, qui a obtenu 3 étoiles de l'époque de Paul Bocuse, se trouve à une bonne 30aine de minutes en voiture de Lyon, mais hors la ville. Les Halles Paul Bocuse, c'est un marché couvert qui date des années 70 dans sa configuration actuelle, avec 60 boutiques dédiées au bien manger et qui ont pris le nom de Halles Paul Bocuse pour une histoire de marketing. Quand vous allez dans des halles qui s'appellent les Halles Paul Bocuse, automatiquement, le niveau est élevé et des chaînes de télévision du monde entier sont venues tourner pour découvrir les meilleurs escargots, les plus beaux de fruits de mer et tous les produits lyonnais qu'on peut acheter dans ce marché qui reçoit une quantité incroyable de visiteurs, notamment le week-end. Alors, pour situer, on va revenir sur la gastronomie, sur Lyon, sur votre parcours, etc. On va échanger avec Michel tout à l'heure aussi, mais juste aussi pour situer les gens. Alors, on a situé Lyon, on a situé le restaurant mythique de Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d'Or versus les Halles Bocuse. Mais peut-être nous parler aussi un peu de Paul Bocuse, parce que nous, on sait qui est Paul Bocuse, mais je pense que pour nos éditeurs, c'est important de savoir que c'est en fait, je pense de mémoire, c'est bien lui qui n'a jamais perdu ses étoiles Michelin. Ça, c'est lui qui a eu 3 étoiles Michelin à vie. Absolument. Absolument. Alors, c'est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer, avec lequel j'ai eu la chance de parler de nombreuses fois. C'est quelqu'un d'authentique
qui a appris à cuisiner avec la mère, la grand-mère, la tante, qui allait dans la Dombes, qui est une région avec beaucoup d'étangs à côté de Lyon, pour pêcher les filets de carpe, les filets de perche. C'était un homme qui aimait la terre, qui aimait le terroir, et qui partait du principe que les meilleurs produits n'ont besoin que d'être cuisinés correctement, et on les mange comme ça, c'est là qu'ils sont les meilleurs. Il a vraiment été le premier chef qui a dit aux cuisiniers: sortez de vos cuisines, rencontrez vos clients, parlez avec eux, ils vont être ravis de vous partager leurs impressions de vos produits que vous avez cuisinés pour eux. Et c'est le premier qui leur a dit: allez dans la salle, dans la cuisine, allez, sortez de vos cuisines, allez dans le restaurant et parlez avec les clients. Et ça, c'est important parce qu'il leur a donné une dimension supérieure et supplémentaire en leur disant: vous avez un savoir-faire, vous avez un talent, partagez-le avec vos clients. Et on lui est tous redevables parce qu'aujourd'hui, nous allons rencontrer les chefs, et les chefs, après le coup de feu, après avoir cuisiné, prennent plaisir à faire le tour des tables, et les gens sont honorés parce qu'ils rencontrent la personne qui leur a préparé le plat de leur rêve ou le plat qu'ils ont souhaité pendant un temps incroyable. Parce que j'ai rencontré, moi, des gens chez Bocuse qui avaient attendu 5 ans, 10 ans, des gens du Brésil, des gens de Suisse, des gens d'Espagne, qui venaient là et qui étaient très émus de pouvoir goûter des plats aussi fins, mais qui tiennent au corps. La soupe VGE, qui est la soupe Valéry Giscard d'Estaing, réalisée du nom de l'ancien président de la République, VGE. Voilà, qui a été un des présidents français, qui avait commandé à Paul Bocuse cette soupe, qui est encore servie chez Paul Bocuse. Donc ce restaurant est mythique, n'a plus que 2 étoiles, qui est déjà un summum, mais a perdu une étoile quelques temps après le décès de Paul Bocuse. Mais toute la brigade se plaît à dire que la 3e étoile est au-dessus d'eux, puisque c'est Monsieur Paul qui est toujours là. Michel. Voilà. Important, au moment du confinement, vous me dites, moi je m'arrête quand vous voulez. Allez-y. Après, Michel aura quelques questions. Allez-y. Au moment du confinement, en mars 2020, comme je suis quelqu'un qui aime les contacts humains, après le coup de massue qu'on a tous pris sur la tête et les contrats reportés, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et qui sont les personnes qui n'ont rien à faire et qui n'ont pas le temps en général de se confier? Et comme j'avais ce réseau de chefs que je connaissais très bien pour y avoir emmené de nombreux groupes de clients, je les ai tous appelés et j'ai dit à Christian Tête-Doigt sur sa colline: cuisine pour moi, explique-moi quelles sont tes inspirations. Je suis allée voir Guy Lassauzet à Chasselet, à 30 minutes de Lyon. Je lui ai dit: Guy, montre-moi la cave avec tes 70 000 bouteilles. Et je suis allée voir un 2 étoiles au guide Michelin, Christophe Roux. Je lui ai dit: cuisinez pour moi, montrez-moi vos cuisines, racontez-moi d'où vous tirez vos inspirations, pourquoi vous utilisez les herbes aromatiques. Et je suis allée faire toute la région Auvergne-Rhône-Alpes pour rencontrer les chefs. Et aujourd'hui, j'ai plus de 85 000 vues, 80 vidéos, et tous les chefs sont heureux de me recevoir. Alors quand j'ai tous, là on a un nouvel étoilé à Lyon. Il n'a pas le temps, il m'a dit: mais je vais essayer de trouver le temps de vous recevoir. Mais comme il vient d'obtenir sa première étoile, c'est la coqueluche. Tout le monde veut y aller déjeuner dans son restaurant qui s'appelle la Mutinerie, qui est dans un des quartiers de Lyon. Donc c'est un vrai plaisir. Et puis, même si certains chefs sont un peu timides, lorsqu'ils parlent de leur métier, des produits qu'ils choisissent, des produits du terroir, des circuits courts. J'étais la semaine dernière avec Philippe Girardon, 1 étoile au guide Michelin au sud de Lyon, après Vienne. Il est dans les coteaux, tout près du Côte-Rôtie, tout près d'Ampuis, des meilleurs vins. Il va chercher ses asperges à 1 kilomètre de son restaurant. Il m'a montré ces asperges, elles ne peuvent pas être plus fraîches. Elles sont cuisinées à midi et dans votre assiette. Donc c'est fin, c'est bon, et ils le font avec passion. C'est vraiment de la terre à la table. Alors on va aller à une courte pause, Anne, et on revient tout de suite avec Michel. Avec plaisir.
Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Bon retour dans la quotidienne. Nous sommes aujourd'hui avec Anne Pross, spécialiste en fait des événements, du tourisme, de la gastronomie dans la région lyonnaise. Michel, belle rencontre cette rencontre avec Anne Pross. Oui, d'abord, je la saluer, Anne Pross, et lui dire, bon, d'abord, mon nom est Michel Saint-Pierre, je pense que ça n'a jamais été fait. Je suis un spécialiste d'agriculture. C'est normalement d'agriculture dont on parle, mais on est aussi épicurien sur les bords. Une des questions qui me vient tout de suite, bon, d'abord, je me suis dit, avec un nom comme ça doit rouler vite chez vous, alors, et c'est le cas, je pense, ça roule assez vite. Mais comment est-ce qu'on en vient, comme restaurateur, comme chef, à aller, à être... comment dire, à avoir la première étoile, entendons-nous, Michelin, là, à devenir étoilé. Il y a des milliers de restaurants en France, ils n'ont pas tous une étoile, puis Michelin ne doivent pas avoir 10 000 personnes qui font le tour de tout ça. Donc, il y a quelque chose qui est une amorce pour faire en sorte qu'on devient tout d'un coup étoilé, et ça, c'est un grand événement pour un restaurant, oui, pour un chef de se voir étoilé comme ça. Alors, il y a plusieurs raisons, quand on en a 3, là, c'est vraiment le summum, et on sait à quel point c'est important lorsqu'on suit un peu les événements, puis qu'on voit qu'il y a des chefs qui n'ont jamais le prix d'avoir perdu une étoile. Je pense à l'Oiseau, notamment. Oui, monsieur l'Oiseau. Alors, mais ici, les étoiles Michelin, on entend parler de ça, mais comment est-ce qu'on en vient à être étoilé une première fois? Alors, un chef, il y a plusieurs choses. On est dans une ville, en ce qui concerne Lyon, je vous parlais de 15 restaurants étoilés. Il y a un souhait de faire mieux, toujours plus grand, toujours meilleur. Donc, il y a une sorte d'émulation et les chefs se tirent la bourre, comme on pourrait dire amicalement, parce qu'ils ont envie de progresser. Et plus on a des étoiles, plus le restaurant devient plébiscité, plus on a de la pression et du stress, plus les prix sont élevés. Et de temps en temps, on lâche et on dit « stop, j'en peux plus, c'est trop difficile ». Et je me souviens d'un monsieur Lacombe qui avait un restaurant étoilé, qui impose d'avoir un certain nombre de personnel, des conditions très précises dans l'accueil, dans la décoration, dans la vaisselle, dans la mise en place de la table, dans la qualité de tout ce qui est décoration. Et au bout d'un moment, un chef, il se dit c'est trop lourd, c'est trop cher. Monsieur Loiseau a pris des prêts sur prêts pour arriver à investir suffisamment pour avoir ces étoiles. Et au bout d'un moment, certains craquent. Et ce que je comprends. Mais comment devient-on chef étoilé? C'est qu'en fait, on passe
un concours. Un concours qui est difficile, ce concours se prépare à l'avance avec ses pairs, donc d'autres chefs. Donc c'est quelque chose de très long, on ne dort pas pour passer ce concours et de meilleur ouvrier de France, et puis donc d'obtenir ce macaron qui est le summum. Donc c'est vraiment un concours, il y a un moment précis pour lequel on s'inscrit dans une démarche pour aller idéalement aller chercher obtenir l'étoile. Donc c'est un concours très exigeant. Il y a donc des juges ou un jury qui évalue tout ça. Au départ, j'ai l'impression que c'est d'abord la clientèle qui commence à dire vous auriez peut-être les capacités ou le talent, et ce qu'on goûte mériterait peut-être que le chef soit étoilé. Il doit y avoir quand même au départ une sorte de réalité de client qui et c'est le cas de dire, de bouche en bouche, va le dire, ou de bouche à oreille, va dire, allez là, c'est un restaurant qui vaut le détour. Alors, il y a le concours de MOF, donc de meilleur ouvrier de France, que passent les chefs, mais aussi des fromagers. On peut être meilleur ouvrier de France dans beaucoup de secteurs d'activité. On connaît, nous, beaucoup les meilleurs ouvriers de France en France, qui sont des chefs, qui vont donc passer ce concours une année spéciale, c'est-à-dire ils vont décider, allez, 2023, je me présente au concours de meilleur ouvrier de France, chef cuisinier. Donc là, ils préparent le concours avec, comme je le disais, d'anciens chefs, toute une équipe qui les coach, ils s'essayent, ils font à la maison, ils préparent les plats, ils recommencent. Lorsqu'ils obtiennent leur médaille de meilleur ouvrier de France, elle leur est donnée par leur père, c'est-à-dire d'autres meilleurs ouvriers de France qui disent celui-là, c'est son année, cette année il est le meilleur, et sur sa veste, il va avoir écrit MOF 1992, 1995, 2022, voilà. Après l'étoile, c'est le guide Michelin, et c'est là qu'on peut polémiquer, c'est le guide Michelin qui envoie des inspecteurs dans tous les restaurants de France qui vont dire celui-ci, il a droit à une étoile. Sauf que des chefs disent oui, mais ok, mais ce ne sont que des inspecteurs qui ont décidé. Ces inspecteurs sont des clients potentiels, des gens qui sont venus sans sur le front écrit nous sommes des inspecteurs, donc incognito, et ont goûté la cuisine. On a vu Louis de Funès faire ça dans le passé. Voilà. Et ce ne sont pas des chefs, ceux qui sont inspecteurs. Ce sont des gens qui sont des critiques gastronomiques, ça peut être des écrivains qui connaissent très bien la gastronomie, mais il suffit qu'un de ces inspecteurs soit un peu fatigué ce jour-là et on est assez d'un plat et qu'on va lui présenter, il va peut-être dire non, c'est pas très bon, alors que ça l'est, mais que son état d'esprit du jour n'était pas idéal. Donc on commence à décrier le guide Michelin. Et Anne, juste pour se situer, le guide Michelin est perçu comment versus le Goemio chez les chefs étoilés? Parce que le Goemio, c'est un peu le même principe, ce sont des inspecteurs qui se déplacent anonymement dans les restaurants puis qui classifient les restaurants. Comment les chefs évaluent ça? Comment? Est-ce que Goemio, Michelin, ça se vaut ou il y en a un qui est au-dessus? Alors, on parle beaucoup plus du guide Michelin, sauf que beaucoup plus, en France beaucoup plus, sauf que des chefs aujourd'hui ont tendance un peu à râler et à dire que ce guide Michelin n'est plus tout à fait le vrai reflet de la gastronomie française. Mais je suis experte à mon petit niveau, donc je ne suis pas le guide Michelin. Il faudrait que vous puissiez interviewer des gens du guide Michelin qui aujourd'hui, eux, disent qu'ils sont les meilleurs dans leur choix des étoiles. Mais il faut se rendre compte que pour un chef étoilé, c'est le Graal d'obtenir une étoile, puis une deuxième ou autre, mais c'est en contrepartie du stress à 100% tout le temps. Et justement, en parlant de stress, il y a une chose que vous m'avez dit aussi quand on s'est parlé au téléphone il y a quelques semaines ou il y a quelques jours. Vous m'avez parlé de la main-d'œuvre, en fait, parce que j'aimerais ça qu'on glisse un mot là-dessus, parce qu'on a tous vécu la pandémie. Tu l'as très bien dit, Anne, quand tu as dit j'ai appelé les chefs pour qu'ils les remettent en selle un peu, qu'ils cuisinent, j'aille faire des émissions chez eux ou autres. Mais après la pandémie, ce qui est arrivé, comme dans tous les secteurs, problème de main-d'œuvre. Et là, j'étais un peu surpris, tu me disais aussi, même chez les étoilés,
problème de main-d'œuvre. On l'a vu d'ailleurs lors de l'entrevue. Lorsque le chef dit on est fermé lundi et mardi, il dit bon, il faut être de son temps, mais notre temps, c'est celui où il manque de main-d'œuvre. Alors, on a un vrai gros problème en France dans tous les secteurs d'activité, mais plus particulièrement l'événementiel, donc les traiteurs, tout ce qui est catering, parce que les gens ne veulent plus travailler le soir tard, ne veulent plus travailler le week-end, et les chefs étoilés sont exigeants aussi bien en brigade, même si on fait beaucoup plus attention à ses collaborateurs. Vous savez, il y a 50 ans, il y a quelques jeunes commis qui se prenaient des coups de pied aux fesses, et puis des coups sur l'épaule en leur disant hey, « tu travailles pas assez vite, allez, bouge-toi ». Aujourd'hui, évidemment, on prend des gants avec le personnel, mais comme on peut pas recevoir dans un restaurant étoilé, on peut pas être serveur si on n'a pas un style, si on ne sait pas s'exprimer, si on n'arrive pas à l'heure, si on ne porte pas bien son vêtement. Enfin, tout ça est important. Et les chefs étoilés, l'épouse de Christophe Roure, parce que souvent c'est intéressant, le chef il a une épouse et qui fait 50% du travail pour le coup. Et l'autre jour, j'avais l'épouse de Christophe Roure, qui est un 2 étoiles dans le 6e arrondissement de Lyon, qui me disait mais même aujourd'hui, c'est par SMS que la personne qui est au service peut nous dire bah non, finalement, désolé, mais je ne serai pas là demain. Donc c'est stressant parce que en effet ils sont obligés de prendre 2 ou 3 jours de fermeture pour pouvoir faire travailler correctement les équipes, et en plus ils peuvent se retrouver de temps en temps avec des manques de personnel. C'est un vrai problème en France, et à savoir qu'en plus nous mangeons tard, on dîne dans les restaurants, on dîne à 20h, 21h, 21h30. Donc, ça veut dire que le chef, il n'a pas fini avant 23h30, minuit. Donc, on ne peut pas exiger d'un chef qui a fini à minuit d'être le lendemain là à 8h pour aller choisir sur le marché les meilleurs fruits, les meilleurs légumes. Donc, c'est compliqué. Alors, Anne, il nous reste à peu près 2-3 minutes à l'émission. Juste pour situer, donc on va se rencontrer au mois de mai. Moi, je vais donc à l'événement Test of Paris. Je vais vous rencontrer à Lyon ensuite. Je rencontre aussi Marc Vera lors de ce voyage-là. On essaie de monter avec Marc Vera et Joël Moore une sorte d'opération les chefs à Québec, parce qu'on veut que les chefs français rencontrent le terroir du Québec. C'est un petit peu l'objectif de la rencontre qu'on va faire au mois de mai. Alors, on est très content de vous voir participer aujourd'hui avec nous. Peut-être un dernier mot aussi, juste pour parler de Bocuse, parce qu'on a échangé avec Michel tout à l'heure, parce qu'on voyait que le chef qui vous recevait en fait à Collonges, en fait, n'était pas de la famille Bocuse, mais je crois savoir que le fils Bocuse vit aux États-Unis. Je ne me trompe pas quand je dis ça. À Miami. À Miami, c'est ça. Oui, il est en Floride. En fait, le fils Bocuse revient 2 fois par an, notamment pour les Bocuse d'or. Et il a son restaurant à Miami qui tourne très bien au nom de Bocuse. Et le chef, il y a 2 chefs exécutifs chez Paul Bocuse, 2 étoiles, qui sont super. Celui que vous entendiez dans la vidéo est originaire de l'Alsace et il cuisine très bien, il est très à l'aise. Alors, vous avez remarqué que je coupe un peu parce qu'il est très bavard dans le bon sens du terme, mais que je peux pas faire des vidéos qui durent 1 heure. Donc je suis obligée de régulièrement un peu le recadrer pour qu'on avance, puisqu'il nous emmène dans les cuisines. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est un vrai régal pour les yeux de voir toute cette brigade qui travaille avec le sourire, ces grandes casseroles et ces plats en cuivre où cuisent les meilleurs plats. Quand on voit les pâtissiers en train de vous réaliser des plats qui sont beaux à regarder et évidemment excellents. Quand on voit la transmission avec une jeune apprentie qui est en train de goûter des desserts et qui donne son avis, c'est un vrai moment de bonheur. Voilà. Bah écoutez Anne, merci beaucoup. Il est 12h30 pour nous, ça nous met l'eau à la bouche. Oui. Malheureusement, nous n'irons pas manger chez Bocuse ce midi. Bonne journée à vous et à très bientôt. À très bientôt et merci à vous et venez tous à Lyon. Merci Anne-Prost. Au revoir. Au revoir.